je pense que ça m'évoque le fait de chercher constamment des repères à l'intérieur de soi, plutôt que de se caler sur ce qu'on nous dit qui est bien, pas bien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui évoluent très rapidement dans nos rythmes, dans nos habitudes, dans notre manière de vivre. Et ça évolue tellement vite que des fois on peut se sentir un peu perdu. Et dans cette perte de repères, on peut avoir tendance à se dire tiens, comment font les autres et à valider nos comportements, nos intuitions par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Et malheureusement, ce que font les autres ne sont pas forcément ce qui est bon, ce qui est sain pour nous. Et je pense que c'est très important, encore plus aujourd'hui, à développer cette écoute intérieure, dire attends, comment ça se vit pour moi, et de faire parfois le choix courageux de s'éloigner un peu de la masse pour trouver sa route et sa voie. Et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, chercher sa place, chercher ce qui est juste, c'est un acte hyper courageux, mais essentiel dans ce monde. Ouais, depuis que je suis gamin, j'ai toujours eu des questionnements. Je me souviens même très jeune, je devais avoir 10 ans, quand je me demandais si le temps était linéaire ou si c'était une série de moments ou est-ce que c'était un mouvement continu. Ce genre de questions que j'avais quand j'avais 10 ans, tu vois. Et je ne trouvais pas trop de réponses autour de moi. Mais pour autant, mes parents m'ont jamais bridé cette sensibilité-là, cette curiosité-là, toujours encouragé à chercher, à me poser des questions. Et j'ai eu la chance de faire des rencontres assez jeunes. Je me souviens d'un homme qui venait de s'installer dans la ville où j'habitais quand j'étais gamin, vers Grenoble, entre Grenoble et Chambéry, à Alvar. Et après le collège, j'allais me faire des fois couper les cheveux chez lui. Et il me parlait de choses que d'autres adultes ne me partageaient pas, par exemple sur la nutrition, sur la santé, sur le sommeil, sur la méditation. Et on avait des longues conversations ensemble. Et j'ai appris plus tard voilà, qu'il était très engagé dans la voie du yoga et qu'il avait dédié sa vie à ça. Et petit à petit, comme ça, lors de séances de coiffure, il me permettait d'approfondir mon rapport à la santé, à la vie, à la spiritualité. Ça se faisait comme ça de manière naturelle. Donc j'ai beaucoup de reconnaissance pour ces adultes qui ont su garder ma flamme, ma curiosité éveillée depuis que je suis tout petit. Ouais. J'ai grandi dans un petit hameau de 15 personnes une grande partie de mon enfance jusqu'à mes 15 ans, jusqu'à ce que j'aille à l'internat. Et je me suis toujours un peu senti en décalage justement par rapport à la société, avec ma sensibilité, avec mes questions, avec mes envies. Par exemple, quand j'étais au lycée, j'avais très envie d'aller passer des nuits dans la forêt avec rien du tout, juste un duvet, j'en parlais aux copains, puis ça donnait envie à personne, quoi, tu vois. Quand je suis arrivé en école d'ingénieur, j'avais très envie de partir sans argent. Puis les copains autour de moi me disaient mais pourquoi tu veux te mettre dans des situations pareilles, quoi, on a tout. Et puis finalement, j'ai trouvé un jour un copain qui a osé faire une expérience comme ça avec moi, puis un autre. Et puis un jour, j'ai fait une rencontre quand je suis parti après mes études d'ingénieur. J'ai voyagé autour du monde, je voulais voyager sans avion. Au début, c'était un projet avec une dimension écologique. Et puis je me suis rendu compte que derrière cette dimension écologique, il y avait une dimension aussi spirituelle, de l'ordre de voyager sans avion et puis avec le moins possible dans le sac à dos. Et je me rendais compte que plus je me dépouillais, plus je m'allégeais dans le sac à dos, plus je devais m'en remettre à la route et faire confiance. Et ce jeu-là m'amusait beaucoup, me stimulait énormément. Je me disais, ah, il y a quelque chose là qui me plaît beaucoup, je ne savais pas encore quoi, mais ça me plaisait. Et puis j'ai fait des rencontres, pareil, sur le chemin, d'un homme qui vivait tout nu, sans argent, sur l'île de Grenade, dans les Caraïbes. Et lui, c'était sa vie, quoi. Bon là, je l'ai rencontré, il avait 70 ans et donc il avait quand même mis un t-shirt et puis un pantalon. C'était un rasta, il s'appelait iFree. Et ce genre de rencontre, quoi, ça te met des petites graines, dire ah c'est possible. Puis à l'époque, j'avais aussi rencontré Pierre Rabhi qui parlait de sobriété heureuse, qui était un mythe un peu à l'inverse de ce que j'avais entendu plus jeune, que pour être heureux, il fallait réussir sa vie, avoir du succès, avoir du matériel. Et donc tous ces hommes-là, et puis ces femmes, d'autres personnes qui ont éveillé ma curiosité à ce moment-là, ont fait que je me suis petit à petit lancé dans cette quête de dépouillement.
J'étais animé énormément par ça et un jour j'ai voulu faire l'expérience totale, en tout cas pour moi, qui était une expérience totale, de dire ok, je vais me dépouiller de tout et puis je vais voir ce qui reste. Quand on se libère de l'argent et du matériel et des vêtements, qu'est-ce qui reste? Quand on n'a plus cette sécurité-là, plus ce confort, est-ce que vraiment c'est la fin de tout ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui arrive? Ben moi je me suis longtemps demandé quand même pourquoi j'ai besoin de me mettre dans des situations comme ça. Partir sans argent, sans vêtements, c'est rigolo à voir à la télé, mais c'est une sacrée rupture avec nos vies. C'est énorme comme rupture. En fait, moi, il m'arrive encore, après 12 ans, de pleurer avant de partir parce que mon cerveau ne comprend pas. Il me dit, mais pourquoi? Des fois, c'est en hiver, en fait. Pourquoi est-ce qu'on va partir de la maison, enlever nos vêtements? Puis moi, le nudisme, c'est pas un kiff, en fait. Moi, je fais ça parce que c'est la démarche d'aller toucher cet état de vulnérabilité, mais c'est pas pour m'exhiber. Et du coup, je me suis longuement questionné. Puis après, j'ai fait d'autres films. J'ai fait un autre film, on est parti les yeux bandés avec un ami pour aller voir un lever de soleil le lendemain à Marseille, un coucher de soleil. Puis un autre où je suis parti avec un ami marocain, sans parler et sans argent aussi, pendant 5 jours sur la route. Puis un jour, j'ai compris que en fait, ce que je venais chercher dans ces expériences, c'était cette vulnérabilité justement, parce qu'elle nous mettait en lien avec les autres. Il n'y a pas le choix dans ces moments-là que d'être en lien. Et en fait, cette nécessité-là du lien fait apparaître quelque chose d'extraordinaire qu'on a tendance à oublier aujourd'hui. C'est à quel point la relation, elle est essentielle. Et on a tendance à l'oublier parce qu'il y a une espèce de mythe de l'individualisme qui nous fait croire qu'on est indépendants les uns les autres. Et parce qu'on a une carte bleue, parce qu'on a de l'argent, parce qu'on a une voiture, parce qu'on a notre indépendance, entre guillemets, on se dit mais moi je suis indépendant. Et en fait, cette indépendance, elle n'existe pas. Il n'y a rien, absolument rien dans la vie qui est indépendant, même si j'ai de l'argent, enfin ses vêtements, la nourriture, enfin tout vient. Et du coup, le fait de voyager sans argent, sans vêtements, ça met en lumière cette interdépendance. Moi, ça m'a reconnecté à la nécessité impérieuse de la relation humaine. Ce côté un peu étrange peut-être que je ressentais quand j'étais plus jeune, je crois que je lui ai donné une place dans Nuit culotté. J'ai pu le célébrer pleinement, cette sensibilité, cette intensité que je vis en moi, mais en fait qu'on est nombreuses et nombreux à ressentir aussi, qu'on a plus ou moins étouffé selon l'éducation qu'on a eue, selon les possibilités qu'on a eues. Mais cette part poétique, irrationnelle, de lien qu'on porte en nous, voilà, c'était ma manière, moi en tout cas, de lui donner une place et de la célébrer à fond. De reconnecter avec mon humanité et puis avec l'humanité des autres personnes qu'on rencontre sur la route. Parce qu'il se passe quelque chose d'étonnant quand on dort chez l'habitant comme ça, où les gens nous ouvrent leurs portes et nous accueillent dans leur maison. Nous, on les accueille dans notre cœur. Donc il y a une espèce d'échange qui va se faire. Parce qu'on est vulnérable, les gens aussi, par effet miroir, se rendent aussi vulnérables. Et on va partager un bout d'humanité un soir à travers... des fois c'est du silence, des fois c'est une histoire, des fois c'est on va faire à manger ensemble. C'est des choses finalement assez simples, mais qui sont très nourrissantes. On se rend compte qu'il n'y a pas besoin de beaucoup en fait pour se sentir connecté et heureux. En tout cas, moi, grande partie de mon bonheur, elle vient de cette qualité de connexion avec d'autres êtres humains. Et ce type de voyage favorise énormément ce lien authentique. Alors Éric Julien, on s'est croisés 2-3 fois. Mais j'ai plus rencontré Kim, qui est un disciple d'Éric Julien, on va dire. Kim Pache qui travaille avec Éric Julien, qui travaille avec des peuples premiers, notamment au Canada, et qui est archéologue expérimental, c'est-à-dire qu'il étudie des techniques de vie primitive, mais il va les mettre en application. Donc il va par exemple vivre 3 mois de l'année au Yukon pour vivre de manière primitive. Et régulièrement, il venait en Europe pour donner des stages. Et j'ai fait un stage de vie sauvage avec Kim Pache en 2010, c'était en avril ou en mai 2010. Et moi, c'était une énorme claque. En fait, je me suis rendu compte que le rapport que j'avais à la nature, à la forêt à ce moment-là, était assez comme si j'étais un peu un étranger. Et tout d'un coup, Kim, il m'a invité à me réconcilier avec la forêt, à non seulement me réconcilier, mais il m'a invité à aller la rencontrer, vraiment,
en apprenant justement des techniques pour faire du feu, pour se nourrir. Tout d'un coup, je me suis senti beaucoup plus proche du milieu végétal. Et c'est ça qui a, par la suite, m'a donné envie de partir dans Nuit et Culottée notamment. Et puis par rapport au peuple premier et aux sagesses, je pense que ce qu'on trouve aussi dans le vagabondage, c'est-à-dire ce rapport au temps, énormément dans l'instant, parce qu'on ne peut pas trop se projeter dans le futur vu que rien n'est garanti. Et puis rester trop longtemps dans le passé, ça ne va pas non plus parce qu'on a besoin de notre énergie pour s'adapter à chaque instant. Ce rapport au temps, moi, me ramène aussi à ce que je peux comprendre aussi des cultures primitives, ce rapport aussi à la nature, ce rapport à l'autre. Et j'ai l'impression que le vagabondage, pour moi, c'est ça, c'est se souvenir dans nos cellules de ces milliers d'années, si ce n'est pas des dizaines ou des centaines de milliers d'années qu'on a passé, nous, humains, à être nomades et ce qu'on appelle proche des cultures des peuples premiers, quoi. Et je pense qu'on porte cette mémoire en nous, qu'on l'a oubliée, mais qu'elle est toujours présente. Et pour moi, le vagabondage, c'est la faire revivre. C'est-à-dire qu'on peut retrouver ce rapport au monde, ce rapport au temps, ce rapport au lâcher-prise. Et simplement, il n'y a rien qui nous y encourage au quotidien. Moi, je le vois bien, hein, quand je reste longtemps chez moi en mode sédentaire, je vois bien les peurs qui reviennent, le confort, l'inertie. Enfin, je vois que j'ai besoin régulièrement de retourner sur la route pour retrouver ça. Et Éric Julien fait partie des quelques passeurs qui nous ramènent à ça aussi, avec le lien qu'il a entretenu notamment avec les Kogi. Moi, c'est une chose que les voyages m'ont appris, c'est que c'est parfois difficile d'être heureux, c'est-à-dire de réunir toutes les conditions autour de soi pour nourrir tous nos besoins, surtout sur la route. La route, le vagabondage, c'est aller vers une destination incertaine, par un chemin incertain, avec des ressources incertaines. Ça ressemble un peu à ce qu'on vit en tant qu'humanité aujourd'hui, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, voilà, si tu attends d'avoir toutes les cartes pour être heureux, ça peut être assez compliqué. Puis aujourd'hui, c'est compliqué d'être heureux parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent, puis dans des directions qui sont parfois difficiles, quoi, pour un grand nombre d'entre nous. Et du coup, c'est pour ça que c'est important de cultiver la joie. Et la joie, ouais, pour moi, ça passe par le rire, par l'humour, par la danse, alors c'est pas pour peindre la réalité en rose, mais c'est pour, dès que possible, cultiver ce qui vraiment nous nourrit dans le cœur, sans attendre que les nouvelles, les informations nous amènent des bonnes nouvelles, que les lois changent dans une direction qui soit plus équitable ou plus proche de l'humain. Et paradoxalement, ce que je vois, c'est que cette joie, elle a le pouvoir aussi de faire bouger les choses. Nous, quand on arrive avec la joie du vagabond comme ça chez les gens, puis on sent, ils nous disent, ça fait du bien. Et puis, puisqu'il y a de la joie, tout à l'heure, on était avec des jeunes là qui nous disaient, mais c'est fou parce que quand il y a de la joie, on sent qu'on a envie de plus se confier. Et quand on se confie, souvent, on peut arriver dans des choses très profondes. Mais parce qu'il y a de la profondeur et parfois, des fois, de la douleur, la joie, elle est là aussi, et puis on équilibre tout ça. Et je pense que dans Nuit et Culottée, le secret, c'est cet équilibre entre la joie, la profondeur. Et ça me paraît être une belle chose à cultiver dans nos vies. Moi, la confiance, je ne la place pas tant dans le futur. J'avoue que c'est pas là que se posent mes questions, mais c'est comment est-ce qu'on va cheminer vers ce futur. Et là où j'ai confiance, c'est dans le lien, en fait, dans cultiver des relations de qualité avec ses proches, avec la famille et tout ça, parce que moi je me sens confiant quand je sais que je peux pleurer mes deuils dans les bras de mes amis, que je peux célébrer mes joies dans les bras de mes amis, et c'est ça qui est important pour moi, d'avoir des cercles d'amis et de famille forts, en fait, pour justement traverser les épreuves de nos vies, puis ce qui nous attend. Ouais, c'est là que j'investis mon énergie, moi. Et ouais, moi je me suis rendu compte, tu vois, ça fait 14-15 ans qu'on fait ces voyages filmés, ça fait 20 ans qu'on fait des voyages sans que ce soit forcément filmé. Et pendant 15 ans, j'ai été à faire des fois 6-7 voyages par an,
sachant qu'un mois, un voyage, c'est un mois de travail, tu vois, enfin, de voyage, plus les à côté, etc. Donc ma vie était consacrée à ça, on va dire. Et puis ça fait quelques temps là qu'on fait moins de tournages, et je vois que naturellement, j'ai envie de partager ce qu'on a glané comme fruits sur la route. Et puis que je vois que les gens sont contents aussi de nous demander, mais alors, qu'est-ce que vous avez découvert là pendant toutes ces années? Parce qu'il y a eu les films, mais les films, c'est 1% de ce qu'on a vécu. En plus, vraiment, on filme une centaine d'heures de rush pour faire 1 heure de film à la fin, tu vois. Et du coup, j'ai une joie immense à partager aussi dans la relation directe avec les gens, parce que la télé, on ne rencontre pas forcément les gens. Donc là, pour moi, je suis très reconnaissant, voilà, de tous ces événements qui ont lieu, là, du festival de poupées ou des envolées de poupées qui créent en fait des grands moments de communion et de rencontre. Et ça me plaît de participer à ça, de soutenir ça, puis là de venir aussi avec mon ami Jérémy Fouix, qui est comédien en improvisation. Et pour moi, c'est un vagabond des planches. C'est-à-dire, pareil, il ne sait pas ce qu'il va faire, il ne sait pas ce qu'il va dire, il ne sait pas qui est-ce qu'il va rencontrer comme personnage, mais il y a cette même posture devant l'inconnu. Et je pense que cette posture, aujourd'hui, elle est immensément précieuse dans les temps incertains dans lesquels on rentre en ce moment. Merci à vous.